Bonjour à tous, aujourd'hui une vidéo bilan sur les débuts de la Troisième République. Nous avions vu la dernière fois les difficultés de l'arrivée de la Troisième République. La Troisième République qui est arrivée dans un contexte totalement improbable et qui d'ailleurs dans les premiers temps ne devait pas rester puisque la majorité politique et la majorité, disons, de l'opinion publique était plutôt favorable au retour à une royauté, à une restauration. Je ne reviens pas là-dessus. Les conditions dans lesquelles finalement la Troisième République s'est définitivement installée ont été évoquées dans ce précédent bilan. Là, deuxième bilan donc sur les débuts de la Troisième République toujours. Alors, on a quitté les années 1870, les 10 premières années de cette Troisième République, mais on va évoquer les années 1880 à 1900 qui sont donc des années où la Troisième République s'installe, pose ses fondations, et justement, eh bien, les fondations sont encore extrêmement fragiles, et la Troisième République, à nouveau, va être confrontée à des turbulences qui vont la mettre en péril, mais qui vont révéler aussi que cette République a finalement des institutions plutôt solides, puisqu'elle va résister à ces turbulences et perdurer ainsi jusqu'au début du déclenchement de la Seconde Guerre mondiale, c'est-à-dire jusqu'en 1940. Deux turbulences essentielles vont profondément ébranler cette Troisième République. Vous les avez sous les yeux. Vous avez à gauche sur votre écran une affiche, enfin une page de une de toute une série du Musée des Horreurs. Le Musée des Horreurs, donc c'est une parution anti-républicaine pour l'époque. Ici, vous avez le capitaine Alfred Dreyfus qui est pendu au gibet, avec évidemment toute la caricature possible autour de ce personnage et en lien bien sûr à l'antisémitisme, je vais y revenir. Et puis vous avez à droite, et nous commencerons par cela d'ailleurs, vous avez à droite une caricature d'Émile Combes, qui est l'un des pères de la loi de 1905. On va donc parler de la naissance, enfin de la mise en place de la laïcité sur le modèle, à la sauce française, hein, sur le modèle français. Émile Combes ici qui est montré en mangeur de curé avec la queue du diable, etc. etc. et puis l'église en arrière-plan. C'est parti. Donc premier point, premier temps, première difficulté, premier écueil pour la République, mais un écueil incontournable puisque ça va faire partie des fondations de la République, c'est la mise en place de la laïcité, tant à l'école que dans la société. Et deuxième étape, c'est l'affaire Dreyfus, véritable révélateur d'une fracture sociale. La laïcité va donc être le premier écueil face auquel les législateurs de la Troisième République vont devoir se pencher. Et cette république, enfin cette laïcité républicaine va être euh, posée par touche, par étape. La présence de l'Église, évidemment, est prégnante et très présente dans la société française depuis des siècles et des siècles. Elle est partout présente dans les organisations scolaires, dans les organisations éducatives, dans les organisations politiques, au fin fond de la société, au fin fond des foyers. Donc il va falloir progressivement arriver à couper le cordon, à détacher donc cette imprégnation religieuse. On sait qu'il y a déjà eu une tendance laïcisante très violente, hein, qui a été vue comme très violente. C'était bien sûr à l'époque de la Révolution française et plus particulièrement de la terreur. Elle a laissé un goût amer et l'après-révolution a mis un peu de côté, même totalement de côté, ces étapes vers une laïcité et donc le retour à la religion. Il n'empêche que le 19e siècle connaît un tournant majeur en ce qui concerne le sentiment religieux et les croyances, notamment à cause de la naissance de la société industrielle, des fortes inégalités qui en résultent entre prolétaires et bourgeois. On en a déjà parlé aussi dans un autre bilan,
avec un prolétariat qui se détache progressivement de l'Église, ou en tout cas qui prend du recul par rapport à cette Église qui est de plus en plus vue comme plutôt le soutien, les partisans, la partisane, pardon, de la bourgeoisie. Donc la situation finalement mûrit tranquillement, et à la fin du XIXe siècle, cette maturation va faciliter grandement le travail des législateurs de la Troisième République. Ceci étant, la religion est encore très présente, notamment dans certains milieux ruraux, et notamment dans les milieux paysans de la terre, et la République va choisir de s'attaquer d'abord au déracinement religieux en ce qui concerne la culture des consciences, l'enseignement des consciences, c'est-à-dire tout simplement l'éducation nationale, les instructions publiques. Vous avez ici une caricature de celui qui va porter le projet de loi qui sera validé en 1882, qui est le projet de laïcité dans l'école. Puisque en 1880, l'école était déclarée obligatoire et gratuite pour tous les jeunes Français et toutes les jeunes Françaises. Et en 1882, eh bien, cette loi s'étoffe avec donc une loi concernant les écoles publiques. C'est-à-dire que les écoles de la République sont des écoles publiques. Donc concrètement, ça signifie que les élèves et les enseignements dans les écoles publiques, entretenus par l'État, donc, doivent être dénués de toute religiosité. Je ne parle pas d'histoire des religions, c'est différent, mais de toute religiosité. Donc on enlève les crucifix dans les écoles, au-dessus du tableau, on renvoie gentiment les prêtres enseignants, etc., etc. Alors, la République tolérera les écoles privées, les écoles dites confessionnelles, mais évidemment, elles sont privées, donc payantes, et en aucun cas relèvent de la République. Donc c'est le projet Ferry de 1882. Évidemment qu'il y aura des troubles à l'époque, évidemment qu'il y aura des contestations, notamment à droite, dans le camp, sur le banc de la Chambre des députés à droite, mais cette loi va finalement s'imposer. Il faudra attendre 1905 voilà, 1905 pour que le législateur légifère, donc fasse un ensemble de lois concernant la laïcité à l'ensemble de la République. Tout d'abord, la laïcité. Si je reprends la définition du dictionnaire encyclopédique d'histoire Moore, je lis la laïcité comprend l'indépendance de l'État par rapport aux églises, donc en l'occurrence à l'époque l'église catholique qui était la plus développée, par la construction d'un vaste service public étatique ainsi que la neutralité de l'État vis-à-vis des églises et par la reconnaissance du pluralisme religieux. Donc souvent la laïcité est vue comme quelque chose, comme un concept, comme un principe légal agressif à l'égard des religions, mais en réalité, eh bien, il est temps de remettre les choses à leur place. C'est-à-dire que d'abord, ça permet de reconnaître la pluralité des religions. On a le droit à toutes les religions, de croire en Dieu ou pas croire d'ailleurs, mais dans la religion de son souhait, de son choix, chose qui a été longtemps interdite, alors explicitement ou implicitement, en tout cas quasiment jusqu'à Napoléon III, donc jusqu'à la deuxième moitié du XIXe siècle. Et puis, ça permet aussi à la République de garantir le fonctionnement des cultes. Mais à contrario, il est vrai que l'État, lui, doit assurer une neutralité. Et pour assurer une neutralité, il ne faut en aucun cas qu'il y ait une église qui soumette les pieds dans les affaires de la direction de l'État, de la direction du pays, donc dans les affaires politiques. Alors ce sera évidemment très mal compris au départ, et très mal vu aussi, bien sûr, par les classes religieuses, la société attachée à la religion, les classes politiques pro-religieuses, notamment à droite, mais c'est un mal nécessaire que doit trancher, comme le montre ici cette caricature,
afin que la République puisse prendre son envol et assurer sa neutralité. Alors vous avez donc ici, à gauche, j'y reviens, je l'avais montré en introduction, Émile Combes, qui est souvent vu par les, les pro-catholiques comme le diable en personne, celui qui a tout fait pour détruire la tradition catholique, etc. etc. On l'a souvent surnommé de bouffeur du curé, ce qui n'est pas exact du tout d'ailleurs. Donc Émile Combes fait partie de ces hommes politiques qui ont porté ce projet de laïcité. Et puis vous avez ici Bienvenu, qui est un autre politicien de l'époque, qui est ici représenté en train de couper, enfin de séparer l'État, donc représenté par Marianne ici, de l'Église, représentée par le prêtre ici. Il y aura des résistances en France, il y aura des révoltes populaires, parfois, notamment quand les gendarmes sont envoyés pour décrocher les crucifix dans les écoles, etc. etc. Mais finalement, avec le temps, cette loi de 1905 s'imposera comme une évidence, même s'il y aura toujours, et ça existe encore aujourd'hui, des catégories, des groupes politiques très minoritaires, extrêmement minoritaires, qui regrettent cela et qui aimeraient bien le retour à une société plus traditionnaliste. Cette société traditionnaliste, je vais l'évoquer juste après dans la deuxième partie sur Dreyfus, et qu'on reverra émerger pendant la Seconde Guerre mondiale avec Vichy, et qui a de temps en temps des réminiscences, et qui trouve parfois sa voie à travers certaines franges du Front National, qu'on appelle aujourd'hui le Rassemblement National, c'est-à-dire l'extrême droite. J'ajouterai pour finir sur la loi de 1905 que cette loi renvoie chacun chez soi, le maire à la mairie, le prêtre à l'église et l'instituteur dans son école, qu'à partir de 1905, à propos des lieux de culte, enfin jusqu'en 1905, les lieux de culte relèvent donc de l'entretien de l'État, de la République ou des collectivités territoriales qui relèvent de la République. Par contre, tous les bâtiments religieux qui sont bâtis après 1905, après cette loi de 1905, sont sous la seule responsabilité, le seul entretien des communautés religieuses. C'est un détail important, ça. Donc pour finir, première tempête que doit affronter la République, et malgré les vicissitudes, les combats politiques et les difficultés ici ou là dans les territoires français, cette loi donc finit par s'imposer. Le deuxième gros écueil auquel va être confrontée la République est beaucoup plus problématique et totalement inattendu, pas du tout provoqué par la République. Il s'agit de l'affaire Dreyfus. L'affaire Dreyfus, c'est donc un révélateur d'une société française très fragile, très fracturée, et d'une république, d'une troisième république qui est loin d'être stabilisée, qui montre aussi ses faiblesses, ses failles, ses fragilités, et aussi met en avant des hommes politiques qui sont extrêmement faillibles, et le mot que j'utilise, l'expression ici, l'adjectif que j'utilise ici est loin de la réalité. On parle d'affaire Dreyfus, donc c'est véritablement une affaire politico-judiciaire, hein, qui va donc mouiller à la fois des hommes politiques de l'époque, la justice française qui a été en dessous de tout à ce moment-là, et qui montre donc que cette justice républicaine est loin d'être parfaite, et qui va, parce qu'on parle d'affaires, qui va s'étendre sur l'ensemble des strates de la société française, en passant par les intellectuels de l'époque, les écrivains, les philosophes, etc., etc. Tout le monde va être concerné de près ou de loin par l'affaire Dreyfus. Tout le monde va avoir un avis sur cette affaire Dreyfus. Et surtout, donc, comme je l'ai dit il y a quelques secondes, elle va être le révélateur d'une société extrêmement fragile. Fragilités qui sont liées, qui sont en lien d'ailleurs avec ce que nous venons d'évoquer, c'est-à-dire la tradition française,
la religiosité et la culture française en général est liée à ses racines anciennes. Et tout cela aura bien sûr des répercussions sur plusieurs générations, jusqu'à la Seconde Guerre mondiale bien évidemment, j'aurai l'occasion d'y revenir, mais aussi encore aujourd'hui, puisqu'il y a encore aujourd'hui dans certains groupuscules politiques d'extrême droite des, des nostalgiques de cette affaire Dreyfus. Je m'expliquerai un petit peu sur nostalgique, le mot n'est peut-être pas le plus approprié. Alors on y va. L'affaire Dreyfus, c'est quoi au départ? C'est l'histoire l'histoire d'abord, une histoire qui naît dans l'armée française, donc une histoire qui n'était pas du tout destinée à être connue du grand public. Ce qui se passe dans l'armée française reste souvent dans l'armée française, ne sort jamais de l'armée française. Vous avez sous les yeux donc le capitaine Alfred Dreyfus, donc un jeune officier de l'armée française qui travaille dans les renseignements. C'est un Français passionné d'armée, la République est chevillée au corps pour lui, c'est un républicain, il est convaincu de servir la République. Il est alsacien, ça n'est pas anodin, c'est l'un des éléments qui va être aussi à l'origine de cette affaire Dreyfus. Je vous rappelle qu'à l'époque, on est dans les années 1880-90, l'Alsace n'est plus française, elle est aux Allemands depuis la défaite de la France contre la Prusse. Et pour beaucoup de Français, un Alsacien n'est pas tout à fait synonyme d'un bon Français, d'un pur Français, mais souvent synonyme de personnes plutôt proches, plutôt germanophiles, on va dire, plutôt pro-allemands. Donc ça va jouer en ligne de compte contre l'affaire contre le capitaine Dreyfus. En tout cas, c'est un homme brillant, c'est un polytechnicien. Donc je l'ai dit, c'est un républicain. Et enfin, pour terminer, il est non seulement alsacien, mais il est juif. Il provient d'une famille juive. Or, à cette époque-là, l'antisémitisme est en pleine réminiscence, en pleine résurgence. Alors l'antisémitisme, c'est évidemment une thématique qui va prendre beaucoup de place dans le programme de 3e en histoire, puisqu'il va, cet antisémitisme du 19e siècle va donner naissance à des idéologies monstrueuses, notamment la plus symptomatique qui est le nazisme. Donc vous étudierez ça. Mais dans la deuxième moitié du 19e et donc fin 19e siècle, cet antisémitisme est très 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 fort, très prégnant, surtout donc à une période où on remet en cause les valeurs religieuses, etc. etc. Donc, un Alsacien juif, tout ça, ça fait beaucoup pour un homme qui travaille dans le renseignement et qui va servir de bouc émissaire à une affaire militaire d'espionnage, puisqu'on va constater qu'il y a des fuites d'informations militaires françaises vers les services d'espionnage allemands. De l'espionnage dans les armées, il y en a beaucoup, c'est relativement banal. Des fuites, il y en a également, mais on parle de fuites vers l'Allemagne, donc c'est un sujet extrêmement sensible. Il faut tout de suite débusquer le coupable, et le coupable va être rapidement amené sur un plateau d'argent aux autorités judiciaires militaires, puisqu'à l'époque on a des tribunaux militaires et non pas des tribunaux civils pour juger les militaires. C'est pour ça que tout ça se fait de manière discrète dans l'armée. Ce sera évidemment ce juif alsacien, ça ne peut être que lui, le capitaine Dreyfus. Alors il y aura bien sûr une enquête qui va révéler que l'écriture du capitaine Dreyfus correspond aux documents rédigés de manière manuscrite par la taupe, par la fuite. Et donc on va tout de suite mettre ça sur le dos de Dreyfus. L'affaire va donc être rapidement bouclée. Elle naît en 1894. En 1895, il est condamné par le tribunal militaire, par l'école militaire donc, et il est déporté, donc condamné, alors bien sûr à la déchéance,
hein. Vous voyez ici cette célèbre image. On lui arrache ses épaulettes, on lui arrache ses médailles, ses décorations, on lui casse bien sûr le sabre qui est le signe de son commandement de capitaine, d'officier, et il est donc dégradé, il perd évidemment ses droits civiques et il est déporté en Guyane, sur l'île du Diable, donc à Cayenne. Voilà, terminé, fin de l'histoire, on aurait pu en arrêter là. Le souci, c'est qu'il n'est pas coupable et que quand même certains vont mener leur petite enquête. D'abord, Dreyfus proclame haut et fort son innocence, sa famille aussi, et certains courageux, quelques politiciens, donc tout ça reste très discret, quelques militaires vont mener leur petite enquête et constater qu'il y a effectivement une affaire d'espionnage, qu'il y a effectivement un coupable, et il va être facilement trouvé. Et ce coupable, cette taupe, la voici, c'est Esterhazy, le commandant Esterhazy. Comment se fait-il que l'armée ait aussi vite détourné son regard de cet homme-là et qu'il l'ait tourné plus facilement vers Dreyfus? Dreyfus était le coupable idéal, je vous l'ai dit, les juifs, etc. Nous sommes à une époque où dans l'armée, l'armée a beaucoup de mal à accepter la République et ses principes égalitaires et de laïcité. On a une armée qui est quand même très très à droite, très conservatrice, pour ne pas dire d'extrême droite, et très catholique. Et Esterhazy fait partie de ces officiers qui sont anti-républicains, clairement, et qui détestent même carrément cette République. Et Esterhazy dispose d'alliés et d'atouts très puissants, d'appuis très puissants. Et donc rapidement, il va parvenir à détourner l'attention de la justice militaire sur donc le capitaine Dreyfus. Et donc, pour prouver la culpabilité de Dreyfus et refaire un procès, il faudrait que cette affaire devienne publique et qu'elle soit saisie par des tribunaux civils et non plus militaires. Il faut savoir quand même que cette affaire va déjà très très loin. Ceux qui commencent à gratter cette affaire judiciaire se rendent compte que ont participé à l'accusation, à la rapide accusation, rapide condamnation de Dreyfus, non seulement donc des officiers soutiens donc d'Esterhazy, j'en ai parlé, mais des hommes politiques de premier plan. Ça va jusqu'au ministère de l'Intérieur, au ministère de l'Armée et même des proches du gouvernement, et même le président lui-même de l'époque prendra position dans cette affaire-là. Donc ça va très très loin. Mais comment faire de cette affaire une affaire publique? Eh bien, c'est Émile Zola. C'est Émile Zola qui va se charger, de mettre en avant, cette affaire, de la rendre publique. Donc, Émile Zola, il est évidemment éminemment connu à l'époque. C'est l'un des écrivains à succès, l'un des plus grands écrivains. Il rentre dans le panthéon de la littérature française comme Victor Hugo à l'époque, par exemple. Émile Zola, toute son œuvre tourne autour de la société de son époque, la société industrielle. Il en dénonce d'ailleurs les dérives et les inégalités. Et Émile Zola va tout simplement imaginer de rendre cette affaire publique en provoquant la justice pour diffamation. Il va ainsi dire et écrire publiquement, notamment avec sa célèbre une de journal J'accuse. Voilà, hop, vous retrouverez facilement des extraits. Il accuse, alors il accuse qui? Il accuse quoi? Il accuse l'armée d'avoir manigancé, d'avoir manipulé la vérité. Et il accuse les plus hautes autorités de l'État, donc indirectement il accuse le président de la République et surtout il met en cause le ministre que je me souvienne, le ministre de la guerre, voilà, le ministre de la guerre. Donc on est sans preuve véritable puisqu'il n'en a pas, il ne peut pas en avoir, il n'a que des suppositions en tête. Même s'il a quand même des faits, hein, il a récolté des faits, etc. Il va y passer une partie de sa fortune, hein, Zola,
dans cette affaire-là en enquêteur, etc., etc. Et donc il est poursuivi par le gouvernement pour outrage, pour diffamation. La diffamation, c'est d'accuser quelqu'un sans preuve et donc de traîner, de dégrader l'image de cette personne-là. Et c'est exactement ce que veut Zola. Il veut provoquer une cour d'assises, donc il est accusé de crime, une cour d'assises afin de rendre, donc civile, afin de rendre totalement publique cette affaire Dreyfus. Donc à partir de 1898, en 1898, eh bien, la condamnation de Dreyfus devient une affaire publique. C'est la fameuse affaire Dreyfus. Donc là, on va avoir un déchaînement de violence à l'époque contre Dreyfus, contre Zola. Donc je vous remontre cette image, ce qui traînait dans les journaux, dans les parutions d'extrême droite. Dreyfus qui est un traître, un sale juif qui doit être pendu au gibet comme devraient l'être tous les juifs. On a vraiment des choses abominables. Je ne vous ai pas montré ce qu'il y a de plus abominable. Regardez Zola lui-même, caricaturé, je vais y arriver, par la même revue, le Musée des Horreurs. On le voit là, caricaturé en porc. On doit avoir des références voilà, d'antipatriotisme. Donc Zola lui-même est un traître, etc., etc. C'est un véritable déchaînement de haine d'une frange politique et d'une frange de la population française anti-républicaine, antisémite, traditionnaliste, contre la laïcité. Enfin bref, c'est un réceptacle de toutes ces haines anti-républicaines, de ces gens qui regrettent l'ancien régime, qui regrettent même qu'il y ait eu une révolution française, qui sont contre certains droits d'égalité, de déclaration des droits de l'homme, etc., etc. Donc un réceptacle qui va constituer ce qu'on appelle les anti-Dreyfusards. Donc ça révèle une vraie fragilité, une vraie fracture dans la société française, où chacun prend position pour Dreyfus, les Dreyfusards, contre les Dreyfus, les anti-Dreyfusards. Ça se terminera par l'acquittement au final, et donc ce procès en diffamation de Zola va obliger la justice à enquêter et obliger certains hommes politiques d'ailleurs mis au premier plan en accusation de démissionner. Et la République donc n'aura pas d'autre choix que de réhabiliter Dreyfus, qui attendra quand même 1906 pour être définitivement lavé de toute accusation. Il n'empêche que cette affaire Dreyfus, donc, je l'ai dit, est un révélateur de la fragilité sociale et va laisser beaucoup de traces, notamment beaucoup de frustration chez les anti-Dreyfusards qui ont perdu finalement leur bras de fer, qui ont donc beaucoup regrettent qu'on ait ainsi relâché dans la nature, si j'ose dire, un juif. Ce que je dis là, ça annonce beaucoup d'horreur, et ça annonce beaucoup sur la suite des événements au XXe siècle. Et on aura ainsi, souvenez-vous-en, des réminiscences et des résurgences très très fortes. Ce sera la revanche en quelque sorte des anti-Dreyfusards à partir de 1940, lorsque le maréchal Pétain arrivera au pouvoir. Un mot pour terminer sur Zola, qui a donc s'est fait beaucoup d'ennemis, a consacré donc une grande partie de son temps et de son argent à cette affaire-là, mais pour lui c'était quelque chose d'inacceptable que cette affaire à la fois antisémite et injuste. On aura toujours un doute sur son décès accidentel au début du XXe siècle. Et on aura toujours l'idée peut-être que Zola n'est peut-être pas forcément mort par accident. En tout cas, on a eu une enquête policière extrêmement bâclée sur son décès. Si ça vous intéresse, je vous laisse enquêter sur la fin accidentelle et prématurée d'Émile Zola. Voilà, donc en tout cas, la République a finalement réussi à sortir de cette nasse, de cette affaire politico-judiciaire qui était l'affaire Dreyfus. Elle a réussi à se remettre aussi de la laïcité, donc elle sort finalement renforcée, et il le faut puisqu'elle va rapidement devoir affronter le premier grand conflit mondial, qui est la Première Guerre mondiale, mais ceci est une autre histoire. J'espère avoir été à peu près clair. L'affaire Dreyfus, c'est pas quelque chose de simple à comprendre. Je vous renvoie aussi à plusieurs documentaires sur cette affaire Dreyfus, et notamment
un film qui est sorti, qui a fait polémique récemment, euh, dernièrement en 2019 et 2020, début de l'année 2020, mais c'est un film réalisé par Polanski, pour ne pas le nommer, mais le film en lui-même est un véritable chef-d'œuvre. Je vous invite à aller le voir, à le visionner si vous avez l'occasion de le visionner. Merci, c'est assez long, ce bilan est assez long, mais il méritait de rentrer dans certains détails. Salut!